Le FSB russe déjoue une tentative des services spéciaux ukrainiens de faire exploser le pont de Crimée. Malgré toutes les ruses des terroristes ukrainiens, les agents du FSB ont pu découvrir en temps voulu leur projet, identifier et neutraliser l'engin explosif, ainsi qu'interpeller toutes les personnes impliquées dans son transfert sur le territoire de notre pays. C'est à bord d'une Chevrolet Volt que cet homme devait se rendre en Crimée via le pont qui relie la péninsule à la région de Rostov. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que selon le scénario peaufiné par le régime de Kiev, il devait servir de kamikaze. Un scénario qui ne verra jamais le jour car déjoué à temps par les services spéciaux russes. À bord du véhicule qui devait lui être remis au préalable dans la ville de Krasnodar via la Géorgie, pas moins de 130 kg d'explosifs synthétiques sous forme de mousse avaient été placés dans le compartiment de la batterie de la voiture depuis l'Ukraine. La bombe avait été conçue pour détonner à distance au moment où le véhicule traverserait le pont de Crimée. Récemment, un agent des services d'État ukrainiens m'a contacté. Il m'a dit qu'il avait une mission pour moi et qu'une voiture, une Mercedes Sprinter, serait spécialement livrée en provenance d'un pays européen. Ensuite, il m'a dit d'aller sur le site Gorodsolnsa, où la voiture devait être transportée. J'y suis allé, j'ai aussi tout filmé et lui ai envoyé. Après, j'étais censé obtenir la voiture pour aller dans la République de Crimée en traversant le pont de Crimée. Tentative de ciblage du pont de la Crimée. Un drone ukrainien intercepté au-dessus de Smolensk, c'était hier. Tout porte à croire que Kiev cherche à saboter le rapprochement entre Moscou et Washington. Pourquoi le régime ukrainien a peur de cette proximité russo-américaine ? Zelensky sait très bien que sa propre survie ne passe que par la poursuite du conflit. Zelensky n'a aucune volonté de mettre un terme au conflit. Sinon, il y a longtemps que ça se serait déjà arrêté. Zelensky refuse les conditions imposées par la Russie pour que la guerre cesse. Bon, je dis Zelensky refuse, mais factuellement, c'est l'Union européenne qui dit à Zelensky de refuser ces accords. Aussi simple que ça. Quelque part, Donald Trump l'avait anticipé. Il prévenait souvent que voilà, si on arrive à le faire, si les Européens valident, mais quand il disait ça, il était surtout en train de dire si le Deep State américain laisse que je poursuive ma tâche. Mais globalement, Zelensky dit non. C'est comme ça que c'est présenté. Lors d'un entretien accordé à la chaîne américaine NBC News, le ministre russe des Affaires étrangères a affirmé que Vladimir Poutine se disait disposé à rencontrer Volodymyr Zelensky, mais que rien n'était encore défini concernant le programme d'une telle réunion. Rien, quand on dit rien, c'est rien. Voilà, c'est pour l'instant une idée. C'est vaseux, vaporeux, gazeux, littéralement. Et pourquoi? Parce que le faux président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a repoussé l'ensemble des propositions avancées par Donald Trump et dictées par Vladimir Poutine pour mettre fin au conflit. Toutes les conditions qu'ils ont dit en Alaska là maintenant Zelensky dit non. Évidemment, il a attendu d'être très loin de Donald Trump pour dire non. Sergei Lavrov a précisé que Vladimir Poutine accepterait de se retrouver en face de Zelensky uniquement lorsque les sujets à traiter au sommet seraient clairement établis. Mais pour l'heure, ce n'est absolument pas encore le cas, a-t-il insisté face à une journaliste américaine qui rappelait qu'aucune rencontre n'était prévue. C'est normal, vu qu'il n'y a encore clairement rien qui est défini. Le diplomate russe a ajouté qu'à l'issue du sommet russo-américain tenu le 15 août à Anchorage en Alaska, Donald Trump avait présenté plusieurs pistes de discussion. Mais lorsque Trump a repris ces mêmes propositions lors de la réunion organisée à Washington le 18 août, réunion où il y avait Zelensky et ses soutiens européens, il a apparu évident que plusieurs principes que les États-Unis jugeaient indispensables, notamment l'abandon de l'adhésion à l'OTAN et la mise sur la table des questions territoriales, ces trucs avaient été rejetés en bloc par le président ukrainien, encouragés ou alors dictés par les Européens. Poutine est prêt à rencontrer Zelensky lorsque l'ordre du jour du sommet sera prêt. Or, cet ordre du jour ne l'est absolument pas. Après le sommet d'Anchorage, le président Trump a suggéré plusieurs points sur lesquels nous sommes d'accord. Nous avons accepté de faire preuve d'une certaine flexibilité sur certains d'entre eux. À Kiev, le président Zelensky a rencontré le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. Lors d'une conférence de presse conjointe, M. Zelensky a déclaré que Kiev était prête à engager des négociations avec Moscou, affirmant que des négociations tripartites seraient les plus efficaces. Il a cependant accusé la Russie d'avoir recours à des ultimatums pour éviter de mettre fin à la guerre.
Par ailleurs, le secrétaire général de l'OTAN a indiqué que l'Alliance s'efforçait de fournir des garanties de sécurité solides et crédibles à l'Ukraine. M. Zelensky a appelé à des garanties couvrant la défense terrestre, aérienne et maritime, ainsi qu'à un soutien financier pour son armée. Lavrov poursuit en étant outré parce que Zelensky a catégoriquement refusé une fois de plus de retirer la loi sur l'interdiction de l'utilisation de la langue russe en Ukraine. Donc, dans ces conditions, comment dialoguer sérieusement avec un homme qui ne fait que jouer au chef d'État? Littéralement, c'est ça. Il se contente de jouer au chef d'État. Les mots de Sergei Lavrov ne sont pas mal choisis parce qu'on sait que Zelensky est un acteur. À l'inverse, Zelensky s'est montré satisfait de son entretien avec Donald Trump à Washington. C'était tenu en présence des dirigeants européens. Il était content. Il est même allé jusqu'à plaisanter en commentant une carte militaire exposée dans le bureau ovale. Carte qui indiquait les territoires perdus par l'Ukraine depuis son arrivée au pouvoir. Et il a dit, magnifique carte, je réfléchis à la façon de la reprendre. Il a lancé ça avec un ton d'humour, quand ils étaient ensemble là, avec les dirigeants européens, Trump et les journalistes. Donc maintenant, selon la BBC, le président ukrainien a ensuite précisé que ces documents ne reflétaient pas correctement la réalité des zones de contrôle. Voilà. Depuis cette rencontre à la Maison-Blanche, Zelensky a catégoriquement écarté l'idée d'un face-à-face avec Poutine à Moscou ou à Budapest, estimant qu'un tel sommet devait obligatoirement se tenir dans un pays d'Europe neutre, bien sûr, comme s'il avait la possibilité de dicter quoi que ce soit. Ce n'est pas lui qui décide. Dites-vous qu'à chaque fois que vous entendez un non, un oui, un truc ou un X ou un Y venant de la part de Zelensky, ce n'est pas lui qui parle. Il se contente de lire son script. C'est tout. En tout cas, le même jour, Lavrov rappelait lors d'une conférence de presse avec son homologue indien que Vladimir Poutine reste ouvert à un entretien avec Zelensky, mais uniquement si les sujets de discussion sont rigoureusement préparés à l'avance. Donc tant que tout n'est même pas déjà éclairé, établi et clairement négocié, c'est ce que ça signifie, hein, ils ne se rencontreront pas. Globalement, l'idée, c'est de vous faire comprendre que la rencontre sera uniquement médiatique. Parce que tout ce qui doit être abordé durant la rencontre sera déjà négocié, validé, accepté, signé. Là, on se verra simplement pour le visage de la défaite. Littéralement, c'est ça. Lavrov a aussi insisté sur un point. Il n'a pas oublié que l'Ukraine, Kiev, doit clarifier la légitimité de celui qui se présenterait comme son représentant. Vous comprenez ce que ça signifie? Que si c'est Zelensky, on veut savoir qui est Zelensky. Est-ce qu'il a le droit de prendre les décisions pour l'État ukrainien? Parce qu'aux dernières nouvelles, Zelensky a interdiction de s'adresser à la Russie. Donc, la Russie a été très claire à ce niveau. Vous devez nous dire qui est votre représentant, définir clairement qui il est, pour que nous, de notre côté, on sache si sa signature est valable ou pas. Que ce soit Zelensky ou qui d'autre. Et il a rajouté que pour Moscou, les seules bases solides en matière de sécurité demeuraient celles négociées lors des pourparlers d'Istanbul au printemps 2022. Donc exactement les mêmes accords là. Exactement ce qui avait été écrit et dit en 2022. Ils veulent juste reporter ça aujourd'hui. Peu importe ce que vous faites. Donc alors que Moscou et Washington sont en train d'explorer encore des pistes pour pouvoir tenter de mettre fin au conflit, la diplomatie russe accuse Kiev d'intensifier ses attaques contre les populations civiles. Maria Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, a dénoncé une multiplication des frappes de drones, des sabotages et des provocations qu'elle présente comme une volonté manifeste de l'Ukraine de faire échouer les efforts diplomatiques et d'alimenter l'escalade. Selon elle, Kiev poursuit son terrorisme contre les habitants pacifiques de la Russie. Malgré les discussions engagées avec les États-Unis, ils ne s'arrêtent pas au combat sur le terrain, sur la zone de front, non, ils attaquent des civils. Rien que la semaine écoulée, les drones ukrainiens auraient fait 156 victimes parmi les civils russes. 15 morts dont un enfant et 141 blessés dont 14 mineurs. Les zones les plus touchées sont Belgorod, Donetsk, Luhansk, Kursk ainsi que Zaporozhye et Kherson. Dans la région de Kursk, un drone a par exemple frappé un immeuble d'habitation, causant la mort d'une femme et blessant 17 autres personnes dont plusieurs enfants. La diplomate a révélé qu'un attentat contre le pont de la Crimée avait même été déjoué par les forces russes le 18 août par les services secrets russes. Il y avait un véhicule piégé contenant 130 kg d'explosifs d'origine finlandaise qui avait été introduit depuis l'Ukraine par plusieurs pays de transit. Et il est clair qu'une telle opération ne pouvait pas être menée sans que Zelensky ne soit informé, sans que les présidents européens ne soient informés. Et en plus, ça s'est fait au moment de la rencontre entre Donald Trump et les Européens et Zelensky. Zelensky ayant eu une réunion très sérieuse avec le chef de ses services secrets le 6 août pour pouvoir essayer d'organiser un peu le désordre dans tout ça. C'est à bord d'une Chevrolet Volt
que cet homme devait se rendre en Crimée via le pont qui relie la péninsule à la région de Rostov. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que selon le scénario peaufiné par le régime de Kiev, il devait servir de kamikaze. Un scénario qui ne verra jamais le jour car déjoué à temps par les services spéciaux russes. Le FSB russe déjoue une tentative des services spéciaux ukrainiens de faire exploser le pont de Crimée. Malgré toutes les ruses des terroristes ukrainiens, les agents du FSB ont pu découvrir en temps voulu leur projet, identifier et neutraliser l'engin explosif, ainsi qu'interpeller toutes les personnes impliquées dans son transfert sur le territoire de notre pays. À bord du véhicule qui devait lui être remis au préalable dans la ville de Krasnodar via la Géorgie, pas moins de 130 kg d'explosifs synthétiques sous forme de mousse avaient été placés dans le compartiment de la batterie de la voiture depuis l'Ukraine. Selon le scénario de l'espionnage militaire ukrainien, la bombe avait été conçue pour détonner à distance au moment où le véhicule traverserait le pont de Crimée. Des détails passés sous silence par le régime de Kiev lors du recrutement. Récemment, un agent des services d'État ukrainiens m'a contacté. Il m'a dit qu'il avait une mission pour moi et qu'une voiture, une Mercedes Sprinter, serait spécialement livrée en provenance d'un pays européen. Ensuite, il m'a dit d'aller sur le site Grodzolca où la voiture devait être transportée. J'y suis allé, j'ai aussi tout filmé et lui ai envoyé. Après, j'étais censé obtenir la voiture pour aller dans la République de Crimée en traversant le pont de Crimée. Ces provocations de la partie ukrainienne s'inscrivent sur fond de dégel diplomatique entre Washington et Moscou, presque inédit depuis 2022. Un dégel qui pourrait donner naissance à une solution diplomatique dans le conflit opposant la Russie à l'Ukraine. Pourtant, ces avancées ne font pas l'unanimité et les tentatives destinées à saper le processus de paix se multiplient. Pas plus tard que ce dimanche 17 août, un drone ukrainien a été intercepté au-dessus de la centrale nucléaire de Smolensk dans ce qui constituait une tentative d'acte terroriste. En Russie, pas de place au doute. Dans le contexte du processus de négociation entamé, une nouvelle tentative de l'Ukraine et compagnie de perpétrer un attentat en tant que provocation pour saper les négociations et la recherche d'une solution pacifique. La tentative d'attentat contre le pont de Crimée est la deuxième de ce genre depuis le début de l'année. Le 2 avril dernier, à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, les forces de sécurité biélorusses ont intercepté un minibus transportant plus d'une demi-tonne d'explosifs synthétiques. Ceci était destiné à un attentat similaire organisé par le régime de Kiev. Tentative de ciblage du pont de la Crimée, un drone ukrainien intercepté au-dessus de Smolensk, c'était hier. Tout porte à croire que Kiev cherche à saboter le rapprochement entre Moscou et Washington. Pourquoi le régime ukrainien a peur de cette proximité russo-américaine? Bonsoir Amine. Il y a de multiples raisons pour que les Ukrainiens, enfin le régime de Zelensky, tente de tout saboter. D'abord, Zelensky sait très bien que sa propre survie ne passe que par la poursuite du conflit. Si jamais on arrivait à trouver une solution, ça voudrait dire sa mort politique, si ce n'est son exécution par l'intérieur de l'Ukraine et par certains groupes bandéristes qui ne supporteraient pas que le régime de Zelensky accepte la perte des territoires qu'eux revendiquent comme ukrainiens, mais qui sont des territoires russes. Donc Zelensky a toutes les raisons de se livrer à ce genre d'opération. Ce n'est pas la première fois. Ce qui aurait été extrêmement étonnant, c'est que ça n'ait pas lieu. Ceci dit, je rappelle quand même aux auditeurs qu'il y a une semaine et demie, Zelensky avait lui-même approuvé publiquement au travers des organes de presse ukrainiens et des réseaux sociaux ukrainiens, il a lui-même approuvé la mise en place d'opérations terroristes visant la Fédération de Russie. Donc, que ce soit arrivé, malheureusement, ce n'est pas une surprise. Ceci dit, je doute que les Ukrainiens soient capables de faire ça tout seuls. Ils sont au moins épaulés par au moins un service de renseignement étranger, peut-être les Français, mais à 100% le MI6. Sur le plan diplomatique, Volodymyr Zelensky fait avancer le narratif de vouloir mettre un terme au conflit, mais sur le terrain, on voit bien une politique belliciste. Ah bah oui, mais je suis désolé. Zelensky n'a aucune volonté de mettre un terme au conflit.
Sinon, il y a longtemps que ça se serait déjà arrêté. Dites-vous que comme ça, il y a globalement une série d'actions orchestrées pour pouvoir perturber les discussions russo-américaines. Par exemple, il y a eu la diffusion par des comptes ukrainiens d'une vidéo générée par intelligence artificielle qui simulait une attaque contre Donald Trump pour pouvoir titiller les Américains. Dans le même temps, Kiev a relancé la fabrication d'un missile de croisière baptisé Flamingo, dont la conception serait inspirée de technologies développées par une société britanno-émirati. Le 18 août, là, l'Ukraine a mené une attaque contre l'oléoduc Druzhba. Oléoduc vital pour l'approvisionnement en pétrole de la Hongrie, non? Et l'Ukraine a tenté de frapper un site nucléaire à Dexnogorsk. Une attaque qui a été neutralisée. Voilà. Les autorités russes ont critiqué les discussions au sein de l'OTAN sur le déploiement des forces de garantie en Ukraine. Ils ont fait comprendre que ça ne passera pas. Ça ne va pas passer. Mais on note quand même que cette initiative n'était pas soutenue unanimement par l'OTAN. L'Italie et l'Allemagne s'y étaient opposées. Maria Zakharova a pointé du doigt l'attitude irrationnelle d'Ursula von der Leyen, qui a annoncé un 19e paquet de sanctions contre la Russie, des sanctions qui vont prendre effet en début septembre. C'est une politique qui, selon elle, appauvrit les citoyens européens au nom de la lutte contre Moscou, alors que Moscou s'est déjà défait de l'emprise occidentale depuis très longtemps. L'économie russe ne dépend plus en rien du bloc occidental. Tous ces faits qu'on vient de citer démontrent la nécessité et l'actualité des objectifs de l'opération militaire spéciale. Maria Zakharova a été claire. Plus ils en font, plus ça les confirme dans leurs décisions. Ceux qui se rendent coupables de crimes contre les civils russes seront soit éliminés sur le champ de bataille, soit traduits en justice avec la plus grande rigueur. Les autorités russes sur cette question sont intransigeantes. On va terminer avec de belles paroles de Poutine qui explique très posément qu'il n'a pas de souci avec les peuples d'un pays, vraiment pas, mais uniquement avec des dirigeants hostiles. Il fait comprendre qu'il n'y a pas de pays inamicaux, mais seulement des élites inamicales dans certains pays. Ça fait toute la différence. Знаете, и специалисты наших стран-партнеров это понимают, высоко ценят, и поэтому вот руководству Росатому и удается выстраивать такие добрые, дружеские, долговременного характера отношения. Я уверен, так оно и будет. А те, кто как-то уходят со сцены нашего взаимодействия в результате политического давления, уверен, они будут возвращаться. И многие, повторяю, сейчас работают, а многие вернутся. Что касается наших отношений с Соединенными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. Я уже много раз об этом говорил. Но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце туннеля он все-таки замаячил. И вот сейчас у нас была очень хорошая, содержательная и откровенная встреча на Аляске. Контакты продолжаются на уровне наших министерств, ведомств, компаний. Я очень рассчитываю на то, что вот первые шаги, которые были сделаны, они это только начало к полномасштабному восстановлению наших отношений. Ну, не от нас это зависит от наших, прежде всего, западных партнеров в широком смысле слова. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses. On se retrouve une prochaine fois.